Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau sur Facebook et vous êtes sur la page du French District. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir rencontrer Paul McKenna, qui est un avocat américain, ici en Floride. Il est inscrit au barreau de Floride. Il est dans ce barreau depuis 35 ans, spécialisé bien sûr en droit américain, en tout ce qui touche aux dommages corporels, accidents de la route, responsabilité civile, erreurs médicales, contentieux, litiges commerciaux, droit des copropriétés, droit immobilier, litige immobilier, droit pénal, divorce, famille, que des sujets qui peuvent être importants, pas forcément toujours drôles. Paul McKenna est membre du French District. On va rentrer ici dans son cabinet et nous allons le rencontrer. Il est américain, d'origine irlandaise, marié avec une Française, il parle très bien français, avec un accent américain tout à fait charmant. Paul. Bonjour. Bonjour Paul, comment allez-vous? Très bien. Je vous serre la main et je te serre la main, excuse-moi, puisqu'on se tutoie, et je vais te demander d'accrocher Je vais mettre ça sur la cravate. petit micro à Ça ta marche? cravate, et ça marche très bien. Comment vas-tu? Très bien. Et toi-même? Super. Merci beaucoup de nous recevoir. Excuse-moi, je m'installe, ça bouge un tout petit peu. C'est avec plaisir. Ça fait longtemps que tu es en Floride? Je suis là 35 ans. Ça, c'est mon 35e an. Après, j'ai fait mes études dans la Nouvelle-Orléans, l'Université de Tulane, fac de droit, et j'étais installé tout de suite après, ici, donc 82. Et comment fais-tu pour parler un français aussi bon? Ah, ma femme est française, et entre le fac de droit et l'université, j'ai passé un an en France, et j'étais à l'université de Montpellier, où on se rencontrait, et après, c'était l'amour, et j'ai amené ma famille là-bas pour un grand mariage en 80, et on est ensemble depuis 37 ans maintenant. 37 ans. Et tu es revenu de Montpellier avec un très bon français, mais sans l'accent de Montpellier. Non. Ça, c'est la route de Nîmes. Ça, c'est l'accent de Montpellier, oui. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, et notamment en tant qu'avocat, bien sûr, puisqu'on a compris que ta femme est française, que tu avais étudié aussi en France, et on connaît maintenant un peu mieux qui tu es. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier et de quel type d'avocat tu es? Oui, je suis avocat à la cour, spécialiste dans vraiment tout ce qui concerne les cas qui doivent se présenter au palais de justice. Les procès, pénals, les grands délits, les petits délits, les assises. J'ai fait presque n'importe quel cas qu'on peut choisir, j'ai l'expérience. Et tu as failli dire crime quand tu as dit délit, c'est ça? Délit. En américain, on dit crime. Oui, on dit crime, mais ici, il y a deux classifications. C'est un peu comme en France. Il y a félonie, qui est crime de grande instance, les délits de grande instance. On est dans une cour spécialisée, c'est toujours les assises. Le peine, c'est beaucoup plus sérieux. On peut passer en prison des années, 10 ans, 20 ans, la vie en perpétuité. Et il y a d'autres crimes, des petits délits. C'est normalement 1 an, 2 ans, beaucoup de supervision provisoire, des peines comme ça. Mais quand même, c'est sérieux parce que si vous êtes un résident français en train de visiter les États-Unis, ou si vous êtes ici en visa, même un petit délit peut être une tâche sur ton dossier qui va t'empêcher de revenir. Et tu peux être bloqué aux frontières, ou tu peux être refusé d'avoir un ESTA pour venir aux États-Unis. C'est très important. Il y a des gens qui, par exemple, je connais quelqu'un qui était arrêté pour un tout petit délit, un petit vol dans un supermarché d'un bout de fromage. C'était comme Jean Valjean. Mais l'erreur, c'était que plus tard, comme elle a plaidé coupable, elle était bloquée aux frontières. Elle n'était
refusé de revenir aux États-Unis pour un bout de fromage. Parce que c'était un crime. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, excusez-moi, je t'ai interrompu, tu étais en train de présenter les différents domaines du droit que tu pratiques. Et alors, pénal, et après pénal, droit civil. Et dans le droit civil, je m'occupe des accidents, les gens qui sont tués ou blessés sur les autoroutes, les gens qui sont agressés ou tués dans les endroits comme condominium, les endroits publics. Par exemple, j'étais l'avocat pour un Français il y a moins que 2 ans maintenant. Il a acheté un condominium sur Miami Beach. Il était cambriolé parce que le portail de ce condominium était cassé pendant des semaines. Et le cambrioleur, il a vu l'opportunité, il est entré et il a presque tué mon client. Il était dans l'hôpital de Jackson, en centre de Miami, et il y avait un frais médicaux de cet hôpital de $500 000, d'accord? Ouais. Et son parents sont venus, il était évacué par avion en France pour récupérer, et il était dans un coma pendant 6 mois. Alors j'ai porté plainte contre le condominium pour le portail, et après 9 mois, ils ont payé le maximum sur le policy d'assurance et le cas a été réglé. Et après, j'ai négocié le facteur avec l'hôpital qui était ridicule, $500 000, et tout le monde était content. Et maintenant, mon client... ridicule, c'est ridicule. Je veux dire que les facteurs... C'était énorme. C'était énorme. Voilà. Par exemple, il y avait quelques années, mon fils, on était au Quiberon en France, et il est tombé sur une petite colline. Et il était dans un hôpital en France pendant 1 semaine. La facture était moins que $1 000 pour 1 semaine. Et les repas, ils étaient bons parce que j'ai essayé. Il a bien mangé dans cet hôpital. Mais écoute, ça c'est notre sujet, la différence entre la France et les États-Unis et les soins médicaux et les frais. Ici, c'est ridicule. Tout à fait. Et donc, tu étais... Maintenant, on n'a toujours pas fait le tour, je crois, de tous les domaines du droit. Alors, ok, on va continuer. Tu peux t'arrêter avec une anecdote à chaque fois, fois, beaucoup de droits commerciaux, c'est-à-dire il y a pas mal de Français qui se trouvent victimes d'escroquerie ici, à Miami. Ils viennent, ils aiment acheter des entreprises américaines et souvent, ils sont trichés. Les gens, ils donnent certaines fiches, certains documents qui montraient que l'entreprise va gagner beaucoup d'argent, mais ils ont fait un magouille, ils ont caché des choses, et malheureusement, il faut porter plainte pour récupérer leur argent. D'autres cas, les gens qui... Je suis avocat maintenant pour un Français qui a il a une petite affaire sur la Méditerranée où il loue les bateaux et il aime acheter les moteurs ici en Floride. Alors, il a envoyé plus que $100 000 pour quelques moteurs et rien. Ils ont pas reçu les moteurs. Des mois, ils ont passé. Il a fait plein de lettres, plein de coups de fil. Enfin, il était obligé de m'engager, de porter plainte. Et aux États-Unis, si tu prends l'argent sur un contrat, de donner quelque chose et tu ne le donnes pas, on a le droit de porter plainte pour droit civil et on peut toucher 3 fois la perte et l'autre côté est obligé de payer mes honoraires. Alors, il cherche $300 000 pour effectivement un vol de son argent. Et ça, c'est des cas quotidiens que j'accepte tous les jours pour les Français, pour les Américains. Et je fais un tout petit peu de droit de la famille. J'accepte un certain numéro de cas chaque année. Ça, c'est un domaine de droit très difficile, très émotionnel. Et quand Quel genre de cas, par exemple? Par exemple, les gens qui se trouvent ici, ça peut être les Français, les Américains, et il y a beaucoup de biens à diviser et il ne peut pas arriver à l'amiable. Il ne peut pas arriver à l'amiable comment de partager leurs enfants.
et ils ont besoin d'un avocat, d'accord? Et certains cas sont super contestés, il faut résoudre les cas au palais de justice, c'est comme ça. D'autres cas que j'accepte, la rupture de contrat, des choses comme ça, mais je suis un généraliste. Il n'y a pas beaucoup qui restent, mais je suis un généraliste. Mon entraînement, c'est d'accepter presque tous les cas. Le seul domaine où je ne m'occupe pas, c'est immigration. Et je laisse ça pour d'autres avocats. Ça, c'est un peu trop administratif pour moi. Moi, je préfère les juges et le palais de justice. Tu aimes plaider? J'aime plaider. J'aime les jurys. Voilà, d'accord. J'avais fait beaucoup de cas célébrés pendant les années. J'étais un avocat pour un fameux espion cubain qui était impliqué dans une situation où un vol, un avion était interpellé par les Cubains et 4 personnes ils étaient tuées. Et ça, c'était un grand procès à l'époque à Miami. J'ai fait beaucoup de cas connus ici. J'étais l'avocat à l'époque pour les motards américains qui étaient impliqués dans une vingtaine de morts de personnes. Et ça, c'était un cas qui a duré 1 an au palais de justice. Et sur le jury, il y avait un juriste qui est mort et un autre qui a eu un bébé. Ça a duré tellement longtemps. Mais j'ai beaucoup d'expérience dans le palais de justice et maintenant, tous les juges que étaient mes collègues à l'époque, quand on a démarré, on a quitté la fac de droit, ils sont juges maintenant. Alors je connais, quand j'entre dans un salon, dans le palais de justice, je peux saluer tous les juges. Et quand j'ai démarré, c'était d'autres choses, mais maintenant, ça c'est mes collègues, mes amis. Je vais quand même, j'ai bien compris que tu ne traitais pas de dossier d'immigration. Non. Mais je vais quand même te poser une question d'immigration. Oui, allez-y. Puisque si on t'écoute, et bien sûr tu es avocat, donc tu nous parles de ces cas, la Floride c'est dangereux si on veut venir vivre ici, puisque tu nous dis qu'il y a beaucoup de morts, tu nous dis qu'il y a beaucoup d'accidents. Écoute, c'est un peu dangereux partout, mais en Floride, on est très connu pour nos routes. Ils sont super dangereux. Je crois qu'un problème qu'on a ici, c'est que c'est trop facile d'obtenir un permis de conduire. En France, il faut avoir 18 ans, il faut avoir un certain entraînement. Ici, n'importe quel imbécile peut conduire. Et ça, c'est le problème. Et on a beaucoup de gens qui conduisent même sans un permis de conduire, ou avec un permis qui est suspendu. Et ça, c'est pourquoi sur la route, on voit tous les jours les morts et les accidents horrifiques. Et ça, c'est un peu notre vie. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Et on était toujours un centre de crime. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. Il y avait des gens qui vont dire que c'est notre température. Mais la chaleur. Quand j'étais dans la fac de droit dans la Nouvelle-Orléans et j'étais en train de choisir quelle ville de m'installer, j'étais un peu dirigé par Miami parce qu'il y avait tellement de crimes à l'époque et tellement de pénalistes que c'était une bonne opportunité. Et ça n'a pas changé. On est toujours un peu comme ça. D'accord. Cependant, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en France et qui veulent venir vivre à Miami, il est vrai que parfois sur les routes c'est un peu surprenant. En revanche, avec un bon avocat, ne vous inquiétez pas, la Floride est un endroit très agréable aussi à vivre. Là, on est chez un avocat qui connaît des cas très particuliers. Et évidemment, c'est pour ça que je vous ai posé cette question, mais vous avez une vision quelque part un peu déformée, Paul. Excuse-moi, on se tutoie. Oui. Un peu déformée parce que la Floride, c'est vrai qu'elle est dangereuse, mais c'est pas terrible si on a un bon avocat. C'est pas terrible, mais je vois des situations où
les Français qui sont respectueux de la loi se trouvent dans des situations difficiles. Et je vais te donner quelques exemples. J'avais un étudiant qui est venu dans le printemps pour en vacances. Il était un étudiant à la Sorbonne à Paris. Et bon, il était allé à Nikki Beach sur Miami Beach. Ici, on a Nikki Beach comme sur la côte. Et ce pauvre type, il était un peu beurré. Et il était avec une autre vingtaine de personnes dans une table. Et cette table, ils ont commandé comme une vingtaine de bouteilles de vodka. Et chaque bouteille coûtait $1 500. Et la décision est arrivée. Tous ses amis sont disparus. Et ils ont donné la facture à lui. Il n'avait que $100 dans la poche. Alors le pauvre était arrêté pour un crime de grande instance parce que l'addition était, je crois, $25 000. Il était mis en prison, aucune caution, c'était un cauchemar. J'étais contacté par sa mère. J'ai passé pour lui voir dans la prison. Il était complètement dévarié et presque en train de paniquer. J'ai dit, OK, je vais régler ce cas. Je suis vite allé à Nikki Beach, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai dit, écoute, il a fait une connerie, mais qu'est-ce qu'on peut régler l'affaire? Ils ont dit, d'accord. Et on a négocié sur le prix, ils ont baissé le $25 000 jusqu'à $5 000. Et la mère a payé, je suis allé devant le juge et tout était réglé. Et maintenant, je reçois de temps en temps un petit email, salut, comment ça va, maître? J'aime aider les gens comme ça, d'accord? Et c'est normalement pas un grand crime. De temps en temps, c'est sérieux. J'avais un autre cas avec un chef d'un restaurant français qui était un chef merveilleux. Je ne vais pas donner son nom ni son établissement, mais il avait eu un petit problème mental, d'accord? Un petit bipolaire. Et il avait une idée fixe que chaque fois qu'il était sur la route, et s'il a vu le plaque de immatriculation, comment tu dis, le plaque d'immatriculation. Voilà, juste devant lui. Et si ça terminait dans un numéro pair, il était obligé de attaquer la voiture avec sa voiture. Et la première fois qu'il a fait ça, il était arrêté pour une conduite pas négligente, mais un peu fou. Et bon, j'étais son avocat pour ça, mais une semaine plus tard, il a fait la même chose, mais cette fois-ci, il a sérieusement blessé quelqu'un. Ils ont cassé la jambe de quelqu'un, et cette fois-ci, le juge a dit aucune caution, prison, et il était accusé d'avoir fait un attentat de meurtre, d'accord? J'ai réalisé qu'il était pas bien dans la tête. Et j'ai dit, ça, c'est pas possible, parce que le procureur, la première fois qu'on a parlé, il a dit, peut-être on va parler de 20 ans. Et si tu résistes, ça va être 30 ans. Wow. Et j'ai dit, c'est pas possible, et il a un problème. Alors, j'ai cherché des psychologues, j'ai parlé avec sa famille en France. Sa femme l'a quitté. C'était une catastrophe. Mais petit à petit, après des mois ont passé, j'ai complètement réglé son cas. J'ai convaincu le juge, le procureur et tout le monde que c'était un cas de bipolaire, qu'il faut pas qu'il était traité comme un criminel. Voilà, d'accord. Et il était répatrié en France sur condition qu'il va accepter tout de suite soins psychologiques et qui ne conduit plus. Et maintenant, je suis fier de dire qu'il est dans le Cévennes maintenant, en train de travailler dans un restaurant là-bas, et tout se passe bien. Okay. Mais on voit un peu de tout comme avocat. Et l'essentiel, c'est de trouver une façon d'aider les gens, trouver une façon de s'en sortir. Parce que des fois, on croit qu'on ne va jamais sortir de la situation, mais il ne faut jamais arrêter, il ne faut jamais dire que c'est fini, il faut toujours chercher le résultat. Ça, c'est mon petit chanson, la règle que je suis. D'accord. Et
il y a aussi une idée peut-être préconçue de la part des Français vis-à-vis des avocats américains, c'est que ça coûte très très cher. Oui. Est-ce que ça coûte très cher de faire appel à tes services? Je vais vous expliquer comment ça marche avec moi. D'abord, pour tout ce qui concerne droit civil et les cas qui sont pour les blessures, les gens tués, les gens sont victimes de crimes et des choses comme ça, ça c'est sur pourcentage. Le client signe un contrat et moi, si je gagne le cas, et normalement je suis en train de lutter contre une personne, mais une personne avec l'assurance, d'accord? Dans le cas de condominium avec que je parlais. Le portail? Oui, le portail. Je portais plainte contre le condominium et c'était son compagnie d'assurance qu'ils ont payé le jugement monétaire. Et dans un cas comme ça, j'ai pris le cas sur un pourcentage. Je gagne un pourcentage de la totalité, d'accord? Et en pénal, c'est toujours un prix fixe, d'accord? Et c'est pour le niveau du crime. Si c'est un crime assez petit, c'est normalement 5 000 au plus bas. Si c'est quelque chose entre pas très sérieux et super sérieux, c'est entre 5 000 et 15 000. Et si c'est super sérieux, où quelqu'un peut passer des années en prison, et un cas qui va durer presque un an, et où je vais être super occupé, ça peut être plus que 15 000 $, mais ça dépend du cas. Et dans les cas de droit civil, normalement commercial, les ruptures de contrat et les escroqueries, les magouilles, tout ça, ça c'est un taux horaire. Alors, il y a 3 différentes façons de... Et s'il y a certaines circonstances, de temps en temps, je donne mes services gratuits pour certains cas. J'avais eu un cas, on était en train de parler avant, une dame française qui était accusée d'avoir kidnappé un Américain, son petit-fils, c'était en plein divorce, et elle a fait une erreur de jugement d'amener l'enfant en France parce que ça c'est illégal aux États-Unis. On est parti d'une convention de Hague et les Français aussi. Tu ne peux pas amener... Alors, elle était recherchée par les Américains, elle était arrêtée en France, ils ont pris son enfant, l'enfant a été remis avec le mari, et pendant 3 ans, j'étais en train de défendre cette femme. Enfin, j'ai complètement réglé le cas et je n'ai pas pris des honoraires. Parce que de temps en temps, il faut accepter un cas pro bono publico, c'est-à-dire un cas où on redonne pour tous les biens que j'ai reçus dans mon carrière. Je suis vraiment... j'ai de la chance dans mon métier et je gagne bien. Et de temps en temps, il faut accepter les cas comme ça. Et la deuxième idée préconçue des Français, c'est qu'à partir du moment où on s'assoit en face d'un avocat, ce qui est mon cas là aujourd'hui, on doit payer tout de suite. Oh non, non, non. Ça, c'est quelque chose de très important. Chaque personne qui vient chez mon bureau pour parler de leur cas, la première consultation, c'est toujours gratuit. Parce que je ne peux pas prendre l'argent avant que je peux dire à quelqu'un si je peux les aider. Peut-être ils vont venir. L'autre jour, j'avais une dame qui est venue et c'était une situation très triste. Son mari, il est dans un coma et je crois qu'il ne va pas s'en sortir. Et à l'hôpital, il voulait débrancher le truc. Et ça, c'était un truc très personnel. Et j'ai dit que ça, c'était pas vraiment pour moi de régler. C'était entre elle et son docteur. Mais il n'y a aucun honoraire. Elle est venue, on a parlé, elle a demandé si elle peut porter plainte, si elle peut faire ça, etc. J'ai dit non, ça, c'est pas vraiment une plainte. Mais les gens qui viennent, la première consultation, si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça, c'est gratuit. Et s'il sort, après, je dis OK, prochaine fois, on va signer un contrat ensemble. Et ça, c'est une autre chose. Tous mes services, chaque cas, il y a toujours un contrat entre moi et mon client
écrit en français pour que tout le monde peut comprendre exactement ce qu'ils font faire de leur côté, ce que je dois faire de mon côté. Et pour les gens qui sont ici aux États-Unis et qui sont pas mal à l'aise avec les avocats, il faut insister sur un contrat écrit. Parce que dans votre langue, en français, d'accord, pour être certain des obligations de votre avocat et le vôtre. D'accord. Ici, on est à Miami, okay, puisque je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais donc tu es avocat inscrit au barreau de Floride, tes bureaux sont à Miami. Tu plaides aussi ailleurs qu'en dehors de Miami? Moi, j'avais déjà plaidé dans, je crois, 30, 40 d'autres États. À New York, à Chicago, Atlanta, Los Angeles, Seattle, n'importe où. Si c'est un cas pénal qui m'intéresse beaucoup, j'y vais n'importe où. Et je suis accepté dans presque chaque cour fédérale dans les États-Unis. Parce que quand j'étais plus jeune comme avocat, dans les années 80 et après, j'ai beaucoup voyagé pour des cas pénals. Et à cette époque-là, Miami, c'était un peu un centre de drogue. Et les drogues, ils étaient distribués aux États-Unis comme ça. Et souvent, les avocats de Miami, ils étaient en train de défendre les gens dans d'autres centres. Mais je peux toujours voyager pour un cas si le cas m'intéresse et si le prix est bon. Je crois que tu n'as pas parlé aussi du fait que tu faisais aussi du droit de l'immobilier. Oui, j'ai une compagnie de titres ici. Et je passe l'acte pour les gens. Et c'est quoi une compagnie de titres? Une compagnie de titres, c'est une compagnie qui règle. Par exemple, en France, vous avez un notaire qui est là pour passer l'acte. Je suis comme le notaire en France. Ça c'est une petite société séparée de mon boîte d'avocat j'ai un autre nom et je passe l'acte pour les gens. Et c'est quelque chose que est assez facile à faire, mais tu rédiges l'acte. Voilà, mais ce qui est important, c'est un peu différent qu'en France, et il y a certaines difficultés dans la vente et dans l'achat d'immobilier où il faut avoir quelqu'un qui peut s'occuper de votre situation et de lire le contrat avant, d'être certain que votre contrat est là et va vous protéger, et pour être certain que tout l'argent est bien contrôlé, parce que j'ai un compte fiduciaire où je mets tout l'argent, d'accord? Et il faut avoir confiance dans les gens parce que je suis comme une banque, d'accord? Et il y a certains avocats, certaines compagnies de titres que, fais gaffe, ils ont escroqué, ils ont volé, ils ont fait plein de choses qui sont pas correctes. Alors, ça, c'est pourquoi je recommande tous les Français résidant aux États-Unis, dans n'importe quelle ville, n'importe quel État, de faire trois choses. Cherche sur le site Internet du consulat français dans votre ville pour la liste d'avocats. Et moi, je connais cette liste très bien parce que le consul m'a demandé de faire une petite recherche sur tous les avocats pour être certain qu'ils n'étaient jamais disciplinés par le barreau, qu'ils n'étaient jamais accusés d'avoir fait quelque chose d'incorrect. Et ça, c'est une façon d'être assuré. Aussi, de chercher avec votre barreau, d'accord? Parce que chaque barreau de chaque État, ils ont un site Internet. Tu peux rechercher l'avocat pour voir s'il n'était jamais discipliné. Et dernièrement... Mais s'il existe? Oui, dans chaque État, il y a un site. Si cet avocat est bien avocat? Oui, exactement, ça aussi, s'il est avocat, bien sûr. Et il y a des gens qui se présentent comme avocats, ils ne sont pas avocats, il faut être certain. Et la dernière chose, aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle Martindale Hubbell. Ça, c'est un service qui font
comme un petit, comment tu peux dire, comme une notation d'avocat, et ils ont 3 niveaux, et il faut chercher un avocat avec le plus haut, qui est AV. Et la raison que ça c'est important, c'est parce que ce service de notation, il demande tous tes collègues et les juges aussi. Et ça, c'est comment tu reçois ton notation. Et moi, je crois qu'avec ces 3 façons, et aussi, il faut aller voir l'avocat, tu peux faire une bonne sélection d'un avocat. C'est un peu le TripAdvisor des avocats. Voilà. Et à Miami, on a énormément d'avocats. Et est-ce que tu es bien noté? Oui, il est là. Ça, c'est mon AV. Il faut avoir le AV. Et sans le AV, et l'autre chose qui est importante, c'est qu'avec un avocat, et je suis certain que c'est la même chose en France, c'est vraiment le plus important, c'est expérience, d'accord? D'être avocat, c'est un peu comme d'être pilote, d'accord? Un pilote qui est bien connu, il a passé des heures et des heures et des heures dans le ciel. Et avec un avocat, c'est la même chose. Il faut avoir des heures et des heures et des heures au palais de justice et beaucoup d'années, d'accord? Parce que ça, c'est la seule façon de comprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Est-ce que tu te souviens d'un exemple où ton expérience a compté Oui, des fois. Ça arrive souvent. Oui, des fois, il ne faut pas accepter. Il y avait un cas il y a 2 ans, c'était un Français qui était à l'université de Gainesville et il était assistant professeur, d'accord? Et je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Il n'avait pas une condition bipolaire, un truc comme ça, mais un jour, il a trop bu et il a complètement déconné, d'accord? Il a essayé de cambrioler une voiture avec quelqu'un là-dedans et il était arrêté, mordu par un chien de policier, il était dans un hôpital, il se levait pas un coma, mais quand il se levait, il a dit qu'il n'avait aucune mémoire de ce qui est arrivé. Et il était dans la prison, sans caution. Et je parlais avec le procureur a dit, s'il plaide coupable, il peut être libéré, mais il doit quitter le pays tout de suite. Et mon client m'a dit, non, je ne peux pas, j'ai aucune mémoire de ce que j'ai fait, etc. Et j'écoutais à mon client, et des fois, avec expérience, peut-être un jeune avocat va dire, ok, très bien, il peut être libéré tout de suite, il va quitter le pays, on va laver les mains. Mais un avocat avec expérience, on va réfléchir, on va penser de l'avenir. Cet jeune homme, il était 27 ans. Tu vas être bloqué pour le reste de ta vie de venir aux États-Unis si tu plaides coupable. Alors, j'ai insisté et ils ont changé le procureur. Un autre procureur est venu et petit à petit, en train de parler, en train de lui convaincre, j'ai même amené des autres profs pour parler avec la gendarmerie. On a réglé le cas. Et ils ont décidé de déchirer toutes les accusations. Le victime était d'accord aussi. Et maintenant, il est toujours en Floride en train de faire son recherche en mathématiques à l'Université de Floride. Alors, il ne faut jamais arrêter, il ne faut jamais dire qu'on est fini, il ne faut jamais accepter ce qui est facile. Et dans quel cas est-ce qu'on doit, puisque les Français n'ont pas toujours le réflexe de faire appel à un avocat pour des raisons dont on a parlé tout à l'heure, et ont peur que ça puisse être très cher ou qu'il faut tout de suite payer quelque chose dès qu'on rentre dans son bureau, donc tu nous as rassuré là-dessus. Mais est-ce que les Français utilisent suffisamment des avocats lorsqu'ils sont ici? Ou est-ce qu'ils ont ce réflexe de dire je vais le faire tout seul, je peux me débrouiller sans... Est-ce qu'ils ne se mettent pas dans des situations parfois trop compliquées? Je crois que les Français ne sont pas
super litige comme les Américains, d'accord? Parce qu'en France, quand je parle avec... Voilà, c'est ça. C'est en France, quand je parle avec les avocats, et quand mon beau-frère, il est médecin à Nîmes, en France, et il a quelques amis qui sont avocats, et quand on parle, c'est complètement différent. C'est comme vos avocats sont comme un peu les profs, et ils sont pas là pour... C'est pas vraiment les affaires comme nous. Les avocats, ici, c'est les affaires. En France... Vous êtes un partenaire. Vous êtes un vrai partenaire dans oui. Partenaire, pas partenaire, mais vous êtes là pour nous aider. Vous êtes des assistants. Voilà. Mais c'est différent votre système. Et je peux pas dire exactement qu'est-ce que c'est la différence, mais ici, c'est beaucoup plus privé. Et là, c'est peut-être plutôt gouvernemental. Vous avez un avocat grâce à le gouvernement. Le gouvernement a donné un avocat, un truc comme ça. Mais ici, les avocats, je ne veux pas être trop fier, mais les avocats sont super importants aux États-Unis. Il faut avoir un avocat pour être entendu, d'accord, pour que les gens écoutent. Et parfois, voilà, donc dans les négociations, souvent, les avocats sont présents. Oui, toujours. Très important. Super important. Ici, aux États-Unis... Parce que ça évite de ne pas s'engueuler avec voilà, ses partenaires. C'est même... J'ai vu des situations avec les Français que, bon, ils sont arrêtés par les polices, ils ont peut-être un peu alcoolisé, ils parlent trop. Je parle beaucoup d'alcool avec les Français. Oui, non, mais ça arrive, d'accord. Les gens, il y a beaucoup de Français qui viennent ici pour être décontractés, pour s'amuser, et en train de s'amuser, peut-être ils ont bu un peu trop. Même de temps en temps, ils se droguent. J'avais un client pas longtemps. Il travaillait pour une grande société d'assurance. Il est venu ici en vacances. Et dès qu'il est arrivé à l'hôtel, il demandait le concierge où il peut trouver un joint. Et le concierge lui envoyait derrière l'hôtel, il y avait un jardin comment tu dis, civil, d'accord, habillé comme civil, et il a vendu de cocaïne, pas un joint. Et le pauvre type, il était amené en prison, il a passé une semaine avant d'avoir un avocat et d'avoir un juge et tout ça. Et quand je suis arrivé, il était complètement détruit, d'accord? Et petit à petit, je parlais avec les procureurs et le juge et ils ont annulé les accusations. Il était libéré, il est revenu en France. Mais écoute, n'importe quoi peut arriver. Et vous êtes dans un autre pays et les gendarmes sont différents aux États-Unis qu'en France. Les gendarmes ici sont agressifs. Ils sont super agressifs. Et en France, peut-être tu vas parler avec un gendarme dans une manière différente qu'ici. Dès que tu es trop agressif avec un gendarme ici, c'est comme ça. Tu vas tomber mal, d'accord? Et la meilleure chose à faire, c'est donner votre carte d'identité, d'être coopératif, de fermer la bouche, pas de trop parler, si un gendarme est en train de dire il faut quitter ce bar, ou il faut faire ça, cela, il faut obéir. Il faut être absolument... Même si c'est injuste, quelque part, il faut le faire. Oui, c'est le plus simple. Il ne faut pas lutter contre les gendarmes ici. Si tu cherches bagarrer avec les gendarmes ici, ça va tomber mal 100 fois sur 100 fois. Toujours. En France, c'est différent. Je vois les gens en train de disputer un peu avec les gendarmes, mais c'est pas comme ça ici. C'est dangereux de faire ça. Tout à fait. Est-ce que on parlait de droit immobilier aussi tout à l'heure, donc j'aimerais juste un peu y revenir. Est-ce que il y a des cas compliqués que tu as vus aussi lorsque des gens veulent acheter une maison, tout simplement? Oui, j'ai... Et quand est-ce qu'on pourrait venir te voir, bien sûr, oui, pour signer l'acte? Le meilleur temps de venir me voir, c'est avant que tu signes le contrat. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un condominium à Miami. Et peut-être un condominium
nouveau, d'accord? Et ça, c'est super compliqué parce que tu donnes un chèque à quelqu'un avant que c'est bâti. Et il faut être protégé. J'ai vu plein de cas où les sociétés, ils ont déclaré faillite et les gens, ils ont perdu de l'argent et qu'est-ce qu'il faut faire? Et des fois, ils transfèrent leur argent dans un autre projet et il y a plein de blablabla à propos de quand vous allez réaliser votre achat. Et il faut être protégé. Il faut comprendre que aux États-Unis, c'est toujours correct et toujours une bonne idée d'avoir un avocat dans les grands achats, d'accord, comme une maison. Une voiture, non, mais pour une maison, pour un condominium, pour acheter une entreprise, cherchez un avocat. Il faut que votre avocat regarde bien dans le contrat pour être certain que vous êtes protégé. Super important. Et tu fais également des contrats commerciaux? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Ça, c'est pas mon spécialité. Mon spécialité, c'est plutôt les gens qui sont dans le problème. D'accord? Ils viennent chez moi après, il y a une rupture de contrat, etc. Et la seule chose où je suis vraiment quotidienne, comme si on peut dire ça, c'est de passer l'acte. Ça, c'est quelque chose assez simple. Les gens viennent, on passe l'acte. Voilà, ça, c'est comme ça. Mais les autres cas, tu viens chez Paul McKenna parce que vous avez besoin d'un avocat de récupérer l'argent ou de vous défendre au palais de justice. Et est-ce que tu fais beaucoup de... Est-ce qu'il arrive que les cas de tes clients se finissent en arbitrage? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, l'arbitrage? Une des grandes différences entre notre système ici aux États-Unis et presque tous les autres pays, c'est qu'on a le droit de jury en pénal et en civil, sauf si vous avez signé un contrat qui a dit arbitrage. Et quand quelqu'un vient chez moi pour accepter un cas, la première chose que je cherche, c'est si ils ont signé pour arbitrage. Parce qu'arbitrage, c'est pas la même chose. Parce que le système de jury, ça c'est quelque chose de formidable pour les avocats. Parce que ça, c'est les gens qui sont pas experts et s'ils comprennent bien que quelqu'un est coupable, dans un sens civil, ils vont rembourser la victime avec beaucoup d'argent. Donc, est-ce que quelque part tu recommandes à nos lecteurs de ne pas signer de contrat qui impose l'arbitrage? Non, je ne peux pas dire ça parce que... dans certains cas, l'arbitrage peut être intéressant. Oui, parce que chaque contrat pour acheter une maison ici, c'est un contrat standard. Ou des contrats commerciaux. Et dans tous ces contrats, tu dois passer un arbitrage avant que tu peux porter plainte. D'accord? Et ça, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Il faut toujours essayer de régler à l'amiable, mais des fois, c'est impossible. Et si tu ne peux pas régler à l'amiable et quelqu'un a volé votre argent, ou quelqu'un a fait un fraude ou une escroquerie, vous êtes obligé de porter plainte et de faire le maximum pour récupérer votre argent et de punir l'autre côté. D'accord. As-tu vu le film, l'excellent film avec Julia Roberts, Erin Brockovich? Tu vois ce film où elle joue une avocate, oui. D'une avocate. Qu'est-ce que c'est le titre encore? C'est Erin Brockovich quelque chose. Oui, je crois que je la connais. Et si je te parle de ça, c'est parce que une des autres idées préconçues, c'est que lorsqu'on tombe et qu'on se blesse dans un mall ici aux États-Unis, qu'on a un accident de voiture et qu'on est blessé, ou qu'il nous arrive quelque chose qui touche à notre santé ou à notre intégrité physique, on peut demander des millions et des millions. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment... Je vais expliquer comment ça marche. Quelles sont les limites aussi voilà. de ça? Voilà. Normalement, il y a un rapport entre
les frais médicaux et combien le jury va donner. Par exemple, si vous avez cassé une jambe et vous avez eu une chirurgie et c'était dans un accident de voiture et tu as passé quelques jours dans l'hôpital et après tu as fait réhabilitation pour ta jambe. Et normalement, les frais pour un truc comme ça, dans mon expérience, c'est presque 100 000 $, d'accord? Et le mesure pour le jury, c'est de demander 3-4 fois les frais médicaux. Parce que ça, c'est comme, si je peux dire, un encre, d'accord, de l'idée. Parce qu'aux États-Unis, pas comme en France, tu peux demander un supplément pour préjudice moral, pour le douleur, pour la perte de la vie que tu as eue avant. Par exemple, si tu es... j'ai un cas maintenant, une dame qui était paralysée, d'accord, et elle est assez âgée, mais maintenant, sa vie, c'est d'être dans un lit, dans son salle de séjour. C'est terrible. Et dans un cas comme ça, on va demander des millions de dollars, plusieurs millions de dollars. Et dans certains cas, vous avez le droit de demander les dommages punitifs. J'ai un autre cas maintenant, une agence immobilière qui ont volé l'argent de mon client dans une vente de condominium. Et ils ont fait un magouille, c'est une longue histoire, mais là, je vais demander les dommages punitifs. Et le jury, ils ont le droit de comprendre qu'est-ce que c'est le niveau de bien de la société. Et après le jugement, ils passent dans un autre stage dans le procès pour dommages punitifs. Et là, je peux dire, regarde, il doit être puni pour avoir volé l'argent de quelqu'un âgé comme ça. Et regarde-le bien. Ça, c'est une compagnie de 300 000 $. Donne un autre 10 millions de dollars. Ils ont bien ça dans la caisse, d'accord? Et ça, c'est un truc américain qui n'existe pas en France. Et si j'ai un accident demain, un accident de voiture ou peu importe, j'ai combien de temps pour t'appeler? Il faut que je t'appelle tout de suite? Il faut que je... Vous avez 4 ans? J'ai 4 ans. Vous avez 4 ans dans un accident de voiture. D'accord. Mais ça, c'est pas une bonne idée d'attendre 4 ans. Tu vas être complètement bien après 4 ans. Il faut venir quand c'est frais. Très bien. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a passé 50 minutes ensemble et c'était très intéressant. Non, il faut toujours être très prudent en train de sélectionner un avocat. Cherche un avocat avec tu es à l'aise. Cherche un avocat qui a beaucoup d'expérience. Cherche un avocat avec tu as un niveau de confort. D'accord? Comme on est en train de parler maintenant, il faut chercher ça parce que il y a plein des avocats qui vont dire n'importe quoi pour accepter, pour avoir votre argent. Et il faut être sélectif. Il faut voir beaucoup d'avocats et de comprendre que les avocats aux États-Unis, c'est du business, d'accord? C'est un business et c'est comme un produit. Il faut être super sélectif. Tu as beaucoup de choix et il faut avoir un contrat écrit. Et si vous n'avez jamais un problème avec votre avocat, vous avez toujours la possibilité de faire une plainte contre l'avocat au barreau. Et les avocats n'aiment pas ça? Non, absolument pas. Il faut être super honnête, super communicatif avec ton client. Ça c'est notre devoir, c'est de communiquer avec notre client, de dire le bon, le mauvais. Si je reçois une mauvaise nouvelle au palais de justice, je dois téléphoner tout de suite pour dire, écoute, aujourd'hui, c'était pas bien passé. Et parce que on ne gagne pas chaque cas. On veut gagner chaque cas et on est toujours en train d'essayer de gagner chaque cas, mais on ne peut pas. Même les meilleurs avocats. Mais tu aimes toujours ton métier? Oh, j'adore mon métier. J'ai une bonne raison de se lever de mon lit. Chaque cas est différent et
c'est toujours intéressant. Tu es en train d'aider les gens. Et je suis plutôt en train d'aider les peuples et contre le grand gouvernement, contre la grande société. Les faibles contre les voilà. forts. Alors, ça marche parfaitement dans mon comportement d'être irlandais, d'être marié avec une Française. Et je suis très content d'aider les gens, je ne veux pas dire simples, mais les gens petits vis-à-vis les grandes. Bien sûr. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Je rappelle à ceux qui moi. nous écoutaient que, C'est moi. évidemment, pour retrouver les coordonnées de Paul McKenna, il suffit d'aller sur le French District, sur notre édition Floride, et vous trouverez très facilement cela. Vous pouvez également nous contacter et nous ferons un plaisir de vous donner les coordonnées de Paul. Merci beaucoup, Paul. Je vais te serrer la main tout en tenant la caméra. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir.